Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui le nouvel AMC émis par Swissquote. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire avec Florian et Raphaël, donc sur le marché immobilier suisse, opportunités pour les investisseurs. Donc, n'hésitez pas durant ce webinaire à interagir avec nous, à nous poser des questions. C'est avec grand plaisir qu'on va y répondre. Donc, si jamais dans un email, dans quelques slides, vous avez également mon email et ma ligne directe. Si besoin, si vous avez des questions ou des commentaires, des remarques, c'est avec grand plaisir. Alors, pour me présenter, je suis Chérine Tépé, je suis Senior Relationship Manager pour la clientèle institutionnelle. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille chez Swissquote et j'ai ce plaisir-là. Donc, ma clientèle, c'est les gestionnaires de fortune indépendants, les banques, les brokers et les fonds. Donc, pour la petite partie disclaimer, donc ce webinaire est à titre éducatif. Donc, tous les investissements comportent un certain degré de risque, bien évidemment. Donc, voilà, ceci étant dit, je vous présente donc Florian. Bienvenue Florian, c'est un plaisir de t'avoir ici. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je te laisse la Bonsoir. parole. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. J'espère que Chirine, tu vois ma présentation. Est-ce que c'est tout bon? Voilà. Tac. OK. Donc oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup. D'ailleurs, merci pour votre temps ce soir et puis l'écoute et le temps que vous prenez pour cette présentation. On a, je dirais, deux buts ce soir avec Chirine. C'est de un, vous présenter ce certificat qu'on va sortir avec Swissquote, donc qui est émis par Swissquote, dans lequel nous, Finstoy, nous serons advisors de ce certificat, puis vous expliquer un petit peu le fonctionnement, comment ça fonctionne et sous quel sous-jacent on travaille. Et puis en règle générale, aussi au niveau connaissance générale, ce sera intéressant de regarder ensemble quelles sont les différentes solutions pour investir dans l'immobilier en Suisse. Et puis, grâce aussi à Raphaël, après son intervention, vous pourrez aussi avoir un petit peu un aperçu de quelle est la situation du marché immobilier actuel, comment on voit un petit peu les choses dans le futur. Donc, je me réjouis de passer ces quelques minutes avec vous. On va essayer d'être quand même relativement bref, mais précis. Donc, voilà, je m'appelle Florent Scheffer. Très brièvement, je suis le fondateur de la société Finstoy. On a créé Finstoy en 2010. J'ai deux autres partenaires et associés, M. Samuel Rapin et M. Nicolas Denervaux, qui sont avec moi. Et on s'occupe plutôt de la clientèle, tout ce qui est service, gestion de fortune pour de la clientèle privée en Suisse. Voilà. Et Florian, on a également pu voir dans la presse la fusion avec Playon. Est-ce que tu peux nous en dire davantage à ce sujet? Oui, bien sûr, oui. En effet, on a la chance et puis on est très fiers de ça. On a pu signer cette année un accord de fusion avec la société Playon qui fait partie du groupe Playon Probus. On est en attente actuellement de l'accord de la FINMA pour accepter cette fusion, mais ça va nous permettre déjà de devenir au niveau national un des plus gros gestionnaires de fortune. On va en tout cas rentrer dans les big boys, comme on dit. On aura un peu plus que 3,5 milliards sous gestion. Puis surtout, ce qui va pouvoir nous permettre, avec les différentes synergies qu'on a, on va garder nos bureaux qu'on a à Lausanne pour pouvoir développer vraiment la région et puis la clientèle vaudoise. Puis ensuite de ça, on va pouvoir bénéficier de bureaux à Genève. On a des bureaux à Berne, Zurich, Verbier et Sion, et ainsi qu'un bureau à Nyon. Puis au niveau international, il y a une licence européenne pour s'occuper de la clientèle européenne avec un bureau au Luxembourg. Et puis sous Probus, il y a un bureau très important qui est au DIFC à Dubaï pour tout le Moyen-Orient et encore un bureau de représentation qui se trouve à Bangkok pour l'Asie. Et puis en plus de ça, ça nous permet aussi, il y a une licence qui est octroyée par la FINMA à Playon, il y a une licence LPCC pour la gestion asset management, donc qui nous permet justement de pouvoir gérer avec toutes les régulations demandées aujourd'hui, tous ces produits, fonds, certificats sans aucun problème. Donc vraiment, là, je pense qu'il y a beaucoup de synergies. On va continuer aussi à essayer de travailler sur le robot advisor. Il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. Donc on se réjouit de pouvoir vraiment démarrer
avec eux, je pense, d'ici la fin de ce mois, voire courant décembre. Voilà. Excellent. Je me permets de démarrer maintenant un petit peu plus en détail sur le produit. Donc, comme je vous ai dit, on a la chance aujourd'hui, c'était émis hier, je crois, Chirine, hein, le nouveau certificat sur l'immobilier suisse par Swissquote qui est actuellement en souscription encore pendant quelques jours. Donc, on va essayer de regarder un petit peu en détail comment est-ce que ça fonctionne et puis quels sont les outils qu'on utilise pour gérer ce produit-là et puis regarder un petit peu le marché immobilier entre nous. Voilà. Et est-ce que tu peux nous expliquer les différentes solutions pour investir dans l'immobilier suisse aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, en fait, vous avez trois solutions en tant qu'investisseur. Je dis vous parce que je pense on est tous autour de ce webinaire en train d'être des clients privés. À mon avis, il n'y a pas beaucoup d'institutionnels, mais en règle générale, voilà, privé, ben, je dirais que vous avez trois solutions qui se portent à vous. La première, ben, c'est ce que font la plupart des gens, c'est un investissement direct. Donc, c'est vous décidez d'acheter un appartement ou un immeuble de rendement en direct. La deuxième possibilité, c'est des sociétés immobilières cotées. Donc, vous pouvez acheter en bourse des sociétés immobilières qui ont un parc immobilier, puis vous bénéficiez finalement des retours locatifs de ce parc immobilier. Et puis, une des troisièmes solutions qui est assez utilisée aussi par les caisses de pension, on le verra aussi plus tard, c'est tout ce qui est fonds immobiliers. Et dans ces fonds immobiliers de droit suisse, on a à l'intérieur deux sous-classes qui sont importantes à bien cerner après pour des questions aussi fiscales qu'on verra après plus tard dans la présentation, mais vous avez des investissements, des fonds qui investissent en direct, donc c'est-à-dire que c'est le fonds qui achète directement les immeubles, et d'autres fonds qui sont en investissement indirect, où ils utilisent à l'intérieur en fait une société immobilière, et puis c'est la société immobilière qui achète les fonds. Et quels sont les avantages d'investir à travers un certificat en fonds immobiliers aujourd'hui? Alors, je dirais que il y a deux niveaux. D'abord, au niveau des fonds immobiliers, de pouvoir investir dans des fonds immobiliers en direct, c'est clair que l'avantage pour vous, c'est que vous avez un groupe de professionnels et de gérants de fonds qui s'occupent d'un parc immobilier. Eux, leur but, c'est évident, c'est de diminuer les coûts, d'avoir le moins possible de taux vacants au niveau des locations, de maintenir un parc toujours rénové, toujours d'actualité. Donc, c'est vrai que voilà, ça demande du travail de gérer un parc immobilier soi-même ou d'avoir un parc immobilier soi-même. Puis déjà, voilà, ça demande des montants aussi importants pour pouvoir être diversifié puis diminuer le risque. Donc là, c'est vrai, voilà, en achetant une part d'un fonds, automatiquement, vous pouvez bénéficier d'un grand nombre de bâtiments. Vous êtes investi dans un grand nombre de bâtiments dans différentes régions suisses. Vous avez cette diversification qui est gérée en fait automatiquement par des professionnels. Je dirais qu'au niveau du certificat aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on remarque que dans le monde des fonds immobiliers, il y a différentes opérations qui se font. Il y a des fois des achats, des ventes d'immeubles. Il y a des fois des valorisations qui se font différemment selon un fonds ou un autre. Il y a des paiements de coupons et de dividendes qui se font. Il y a des augmentations de capital qui se font. Et puis, ça nous permet de faire des fois de l'arbitrage. Après, on a des fonds qui ont des fois des thématiques qui sont plus, par exemple, sur la Suisse romande ou sur la Suisse alémanique. Puis, on peut avoir finalement des différences de prix où ça nous permet d'avoir des opportunités pour pouvoir faire des modifications dans le portefeuille et puis essayer d'optimiser la performance avec la gestion de ces fonds. Après, on regardera aussi, il y a toute la question justement pour les détenteurs au niveau des fonds, la question de tout ce qui est les avantages fiscaux, vous pouvez bénéficier. Mais de nouveau, je me répète, on a un slide qui est sur ça que j'ai préparé après, puis je pourrai vraiment ça en détail plus tard. Voilà. Et pourquoi lancer les certificats aujourd'hui? Est-ce que le timing est opportun? Alors, l'avenir nous le dira, mais clairement, aujourd'hui, je pense qu'on a certains indicateurs qui nous permettent d'être sereins et de se dire que le timing est relativement bon. Après, je pense que pour un investisseur, les fonds immobiliers, ça reste un investissement de fonds de portefeuille. Je pense qu'il faut avoir une vision aussi à se dire, au lieu d'acheter un appartement ou chez un immeuble, je pense que si aujourd'hui vous achetez un appartement puis que vous le mettez en location, la plupart des gens, c'est quand même pour un horizon temps de moyen à long terme. Je pense que pour les fonds immobiliers, il faut avoir un petit peu le même raisonnement. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il
il y a un point qui est très important, surtout sur les fonds immobiliers. On se retrouve en fait avec une situation où on a des spreads et puis on a un agio finalement qui est négatif. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un prix des parts de fonds qui est en dessous de la valeur vénale des biens qui sont sous les fonds. Donc, ça, c'est déjà un premier point qui est intéressant. Puis après, je vous expliquerai pourquoi on en est à cette situation-là. Après, la deuxième chose qui peut nous donner aussi finalement confiance de se dire que c'est un bon moment pour démarrer, je pense qu'en Suisse, on a quand même un marché de niche au niveau immobilier. Et ce marché de niche fait qu'on a aujourd'hui finalement des fondamentaux qu'on peut voir. On a une loi qui s'appelle la Lex Weber qui fait qu'on se retrouve avec très peu de terrain disponible pour construire. Donc finalement, le bâti aujourd'hui va rester pour les prochaines années. C'est-à-dire que ça maintient quand même les prix. Et puis, indirectement, on ne peut plus vraiment augmenter la possibilité de zones locatives à disposition. On a aussi des politiques finalement pour les permis de construire qui sont assez restrictives. Donc aujourd'hui, pour les promoteurs, c'est quand même compliqué. Souvent, il y a pas mal de gens qui font des oppositions. Donc ça freine aussi, on va dire ça, la possibilité de construire. Et puis surtout, on a je dirais, un marché de l'emploi qui est quand même bien porteur en Suisse, donc qui soutient finalement aussi l'économie. Et puis, on a surtout une démographie qui est chaque fois en constante augmentation. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces points-là nous permettent de nous dire qu'on va quand même se retrouver dans une situation où je pense qu'il y aura peu de vacances sur les prochaines années. Et puis, à la fin, on le verra ensemble, mais si on prend l'exemple du certificat Swissquote, en fait, il va vous payer un 3% de coupon. Je vous le dis déjà, mais ce 3% de coupon, il est net d'impôt. Donc, c'est-à-dire que l'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'impôt sur le revenu sur ce coupon-là. Donc, aujourd'hui, en francs suisses, bénéficier d'un 3% de coupon pour un produit de fonds de portefeuille, alors que ça voudrait dire qu'en obligation, si je prends une taxation plus ou moins moyenne dans 35 à 40%, ça veut dire qu'on devrait presque aller chercher du 5% sur l'obligataire en francs suisses. Je pense que c'est vraiment un bon deal. Peu importe l'adjo ou le disadjo, à la fin, finalement, ça reste un produit qui est très intéressant pour des Suisses avec vraiment un revenu qui est très intéressant. Voilà. Là, merci Chirine, parce que j'ai un petit souci en fait avec ma présentation. J'ai vu qu'on était parti en anglais. Merci d'avoir modifié. Donc, en effet, là, vous voyez, c'est intéressant. Là, vous voyez, depuis 2003-2023, donc historiquement, on n'a jamais été aussi bas. On voit qu'en février 2009, on a eu à un moment donné une correction où on était proche de 0 sur l'adjo, mais maintenant, on est vraiment négatif sur les adjos. On a en moyenne environ à -5 de 10 adjos sur les différents, sur la moyenne des fonds immobiliers en Suisse. Donc, si je comprends bien, vous achetez les fonds en dessous de leur valeur réelle. Et donc, quel type de fonds investissez-vous? Alors oui, en effet. Pour l'instant, actuellement, avec le marché actuel, en effet, on achète des fonds en dessous de la valeur réelle des biens qui composent ce fonds-là. Et puis, je dirais en grande majorité, notre idée, c'est quand même, on a des investisseurs qui sont des investisseurs privés. Donc, la grosse partie, c'est du résidentiel. On peut de temps en temps prendre des positions dans des fonds qui ont du commercial. Il n'y a pas beaucoup de fonds qui font que du résidentiel parce qu'on a aussi beaucoup d'immeubles. Quand on va en Suisse, vous avez souvent des immeubles où le rez-de-chaussée, il y a du commerce, il y a 2-3 commerces qui sont dedans, puis après au-dessus, c'est des appartements. Donc, automatiquement, les fonds ont toujours une petite proportion de commercial. Mais c'est vrai qu'on essaie de se focaliser vraiment sur les fonds résidentiels en Suisse. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment vous effectuez la sélection? Oui, alors on a la chance d'avoir un algorithme à disposition. Donc, c'est un algorithme qui a été créé, qui fonctionne avec la technologie de ChatGPT qu'on entend parler un petit peu partout ces derniers temps. Cet algorithme, en fait, nous permet tout simplement de pouvoir lire les PDF et puis les rapports qui sont effectués par les fonds. Parce qu'en fait, c'est des rapports qui sont donnés sur une base semestrielle. Ils sont très intéressants, mais c'est des pavés, franchement. Donc, on a une capacité avec cet algorithme de pouvoir capter les informations, les chiffres qu'on a besoin. Toutes ces données sont mises en fait dans un fichier qu'on a à disposition où on fait un scoring et puis on a décidé de pouvoir étudier certains paramètres. Là, vous voyez les principaux paramètres. Par exemple, on a un score de durabilité,
on a un score sur le coût des dettes. Donc, on arrive en fait à avoir, on va dire ça, avoir une transparence sur la structure des dettes du fonds, puis voir quelles sont les échéances, quels sont finalement les différentes pourcentages d'intérêt qu'ils ont sur quelle durée. On a, comme vous le voyez sur l'écran ici, un score de durabilité. Donc, ce score-là, bah, c'est tout ce qui est les normes ESG. On remarque que vu que ces fonds-là sont aussi investis avec des fonds de pension, eux sont très regardants sur les normes ESG. Donc, les fonds qui ont des politiques ESG et des politiques finalement environnementales bien précises ont tendance à avoir plus d'entrées de fonds que les autres. Et puis ensuite, on a aussi des scorings qui se font sur finalement le capital investi, le retour sur le capital investi. Et puis ce qu'on appelle le recovery score, c'est s'il y a une correction sur le fonds, quels sont ceux qui récupèrent le plus rapidement pour revenir en fait à niveau. Et puis ces scores ont tous une pondération plus ou moins différente, ce qui nous permet de faire déjà une présélection. Et puis après, ensuite de ça, on met un environnement où on essaye, on rentre, il y a beaucoup de fonds, il y en a pas mal qui se sont créés ces derniers temps, mais on se donne une obligation de rentrer sur des fonds qui ont quand même une certaine taille. Donc, on rentre sur les plus gros fonds du marché pour pouvoir vraiment garantir une liquidité aux investisseurs et être sûr qu'on peut traiter correctement ces fonds-là. Voilà. Et on a une réallocation qui se fait, ce n'est pas du high frequency trading, ça ne se fait pas tous les jours, mais nécessairement, on a une réallocation qui se fait. Et à la fin, souvent, fin de l'année, on a aussi une réallocation qui se fait pour pouvoir rentrer sur les fonds en investissement direct, parce que justement, on a cette question fiscale qu'on verra à la fin qui fait qu'on est obligé, on dit, mais pour pouvoir avoir une efficience fiscale, on va optimiser au maximum les investissements en fonds en investissement direct. Voilà. Alors, on a deux questions. La première qui nous vient de Philippe. Pour les particuliers, ne pas oublier le co-funding immobilier comme alternative à l'exposition à l'immobilier. Exemple, c'est très juste. C'est vrai que ces dernières années, en effet, il y a encore cette solution-là qui est venue aussi sur le marché. C'est vrai que pour l'instant, nous, en tant que gérant de fortune, c'est quelque chose qu'on utilise un petit peu moins parce qu'au niveau réglementation, c'est pas ce qui est le plus réglementé pour l'instant. Mais c'est vrai que voilà, ça existe, ces choses-là existent. On peut aussi investir de cette manière-là. Merci pour la remarque. Et la deuxième question de Jacques. Je présume que vous donnerez des infos sur les différences entre fonds immobiliers et certificats. Dans le cas contraire, merci de nous éclairer. Alors voilà, ben, c'est très bien. Je pense avoir été clair, donc je vais clarifier ce point-là. Donc, les fonds immobiliers sont les sous-jacents dans lesquels on investit. Et le certificat immobilier, c'est un panier, c'est comme un fonds de fonds immobiliers. C'est un panier dans lequel nous-mêmes, on investit dans des fonds immobiliers. Et on essaye de sélectionner les meilleurs fonds et essayer de regarder par rapport à la réaction, par rapport à une augmentation du taux d'intérêt, quels seraient les fonds les plus favorables. Donc, on fait une gestion des fonds immobiliers au travers du certificat. Voilà. Ça évite, au lieu d'avoir un fonds pour des clients, ben, ils peuvent, grâce à ce fonds-là, avoir une diversification dans différents fonds automatiquement avec le certificat. Donc là, on revient, voilà, comme je vous ai dit, on peut passer à programme. Voilà, là, c'est le coût de la dette, par exemple. Ça, c'est un des scores qu'on a. On a le délai d'échéance des dettes. Donc là, c'est clair que c'est intéressant de voir, surtout si on a une augmentation de taux, est-ce que le fonds a plutôt des hypothèques qui sont fixes sur le long terme ou est-ce qu'il est plutôt sur du variable à court terme? Ça veut dire qu'il serait beaucoup plus sujet finalement aux augmentations de taux. Je fais juste une petite précision sur les hypothèques parce que ça vaut la peine d'en parler parce que c'est vrai que c'est une question qui est assez importante. Comme on a vu, cette correction qu'on a eue de 20% sur le marché et qu'on a ces 10 agios actuellement sur les fonds immobiliers, je pense que c'est important que vous sachiez pour quelles raisons finalement le marché a corrigé comme ça et puis pourquoi le marché direct, quand vous voyez dans la rue puis que vous regardez les annonces, pourquoi le marché réel, lui, n'a pas corrigé. On n'a peut-être pas eu une augmentation, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un appartement entre il y a 18 mois en arrière et puis aujourd'hui à Genève ou à Lausanne, le prix n'a pas bougé. Il n'est pas descendu de 20% alors que les fonds, oui. Il y a quand même, je dirais, 3 éléments qui sont importants. On a essayé, on pense que c'est vraiment ces éléments-là. Déjà, il ne faut pas oublier que 2022 était une année catastrophique pour la bourse en général. Il y a très peu d'actifs qui sont montés. Tous les institutionnels ont quand même eu des corrections importantes aussi au niveau des portefeuilles, puis il y a des réallocations qui ont dû se faire. Puis, ces réallocations, automatiquement,
Ils ont dû vendre finalement pour couvrir les pertes peut-être qui étaient un petit peu plus importantes sur les actions, puis surtout sur la part obligation. Ils ont dû peut-être vendre aussi des fonds. Donc, il y a eu plus de ventes que d'achats qui a fait tirer le prix vers le bas. En plus de ça, on sort quand même d'une période d'intérêt négatif et on sait que certains fonds avaient des dérogations pour éviter d'investir dans des obligations en francs suisses à coupon zéro. Ils avaient la possibilité de surpondérer la partie immobilière. Puis pour eux, au lieu d'acheter des immeubles, c'est beaucoup plus simple d'acheter des fonds qui ont une flexibilité, qui se traitent comme une action. Donc, vous pouvez les acheter, les vendre instantanément. Donc, en fait, ils avaient un petit peu surchargé la part immobilière. Et puis maintenant que les intérêts sont à zéro, c'est plus possible de garder cette dérogation. Donc, ils ont dû diminuer finalement la part immobilière pour se remettre dans de l'obligataire ou autre. Et c'est vrai qu'il y a de nouveau une pression qui se fait sur la vente. Puis après, il y a les taux d'intérêt. On a quand même une hausse de taux d'intérêt. Étant donné qu'on a des hypothèques, je pense que pas mal d'investisseurs ont eu des craintes à se dire, oula, mais si les intérêts montent, ça veut dire qu'il y a plus de charges pour le fonds. Puis indirectement, les revenus vont être moins importants. Donc, est-ce que ça ne vaut pas la peine de bouger, de sortir, puis d'aller dans d'autres actifs? Sur les hypothèques, ce qui est très important à savoir, c'est que c'est réglementaire. Les fonds immobiliers n'ont pas le droit d'avoir plus de 30% d'endettement. Donc, on peut, en ayant ce chiffre-là, se dire que finalement, l'impact des taux d'intérêt, je ne dirais pas qu'il est néant, mais il est quand même beaucoup moins important que nous quand on fait un achat immobilier, puis que la plupart du temps, on a des endettements de 80, 70, voire des fois même encore plus de pourcentage par rapport à la valeur du bien. Pour eux, c'est quand même négligeable. Puis n'oublions pas qu'ils ont, comme si vous êtes certains d'entre vous propriétaires, puis que vous louez, dans le bail à loyer en Suisse, la majorité des baux, puis surtout les fonds le gèrent de cette manière-là. Vous avez une indexation au taux d'intérêt. Donc, ce n'est pas immédiat, mais si les taux montent, en tant que propriétaire, vous avez le droit d'appliquer finalement cette hausse de taux au locataire. Et puis, c'est un espèce de hedge ou d'assurance sur la hausse de taux. Donc, indirectement, après un certain temps, l'effet de hausse de taux, vous la récupérez de l'autre côté avec une augmentation de loyer en tant que propriétaire. Voilà. Et quels sont les autres avantages alors, tels que les coupons et les avantages fiscaux? Alors justement, les avantages fiscaux, alors, il y a un coupon dans le certificat fiscal, on va verser un coupon tous les 4 mois, on va verser 1% de coupon. Ce coupon, il va être en fait en grande partie, je dirais à 90%, parce qu'il y a reste du cash, donc le cash ne rentre pas là-dedans, mais en grande partie, il va être exonéré de l'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que voilà, comme je l'ai dit, au 31 du 12, on va essayer de rentrer en investissement sur des fonds en investissement direct, d'avoir une majorité de fonds en investissement direct. Et la particularité des fonds en investissement direct, c'est qu'en Suisse, comme vous le savez, je pense très certainement, il y a une chose qu'on déteste, c'est la double taxation. Donc, le fonds, qu'est-ce qui se passe? Le fonds lui-même, c'est comme une société. Lui, il détient des biens dans différents cantons et puis il paye un impôt directement, un impôt foncier sur les revenus locatifs et puis le bien lui-même dans chaque canton où il détient des biens. Donc, ça veut dire que si on demandait maintenant au propriétaire des parts et à l'investisseur qui achète des parts de fonds de lui-même continuer à payer en fait un impôt sur les revenus locatifs et puis la valeur des biens, ça voudrait dire qu'il y aurait une double taxation. Une fois au niveau du fonds et puis une fois au niveau du détenteur de part, de l'investisseur. Donc potentiellement, voilà, vous qui investissez dans le fonds qui sont dedans. Donc, il y a un ruling qui a été accepté et dans ces fonds-là, un ruling fiscal qui est accepté au niveau fédéral et au niveau de tous les cantons, dans lequel les revenus générés par les fonds d'investissement direct sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Donc, tout ce qui est généré finalement par des revenus locatifs, c'est exonéré de l'impôt sur le revenu. Et puis, le montant que vous investissez dedans, il est aussi exonéré de l'impôt sur la fortune. Donc, je m'explique, si je mets 100 000 francs dans ce certificat qui investit dans des fonds d'investissement direct, à la fin de l'année, j'ai une valeur fiscale qui va être proche de 1, voire 0 sur le bien. Donc, on a à peu près 1% d'impôt sur la fortune. Donc, je gagne ce pourcentage que je ne paye pas sur mes 100 000 francs. Et puis, les 3 000 francs que je vais toucher d'intérêt, en fait, sont nets d'impôt, ne rentrent pas dans mon revenu. Donc, ce qui est quand même intéressant, et c'est pour ça que je vous disais avant, quand Chérine, tu m'as posé la question, est-ce que c'est intéressant de rentrer là-dedans? Si on fait un calcul pour pouvoir avoir un net de 3, on doit presque recevoir un brut de 5. Donc en France suisse aujourd'hui du 5%, même si les taux sont montés, c'est quand même compliqué avec tout ce que porte la sécurité finalement de la pierre en Suisse, comme on a pu le voir avant. Et est-ce que les investisseurs étrangers, ils peuvent acheter ce certificat?
Oui, alors en effet, alors ça c'est une très bonne question. Comme vous le savez, en Suisse, on a des règles qui sont relativement strictes pour l'acquisition des biens. Donc en fait, les étrangers peuvent investir dans des biens commerciaux, mais ne peuvent pas investir dans le résidentiel. Donc clairement, pour eux, oui, c'est une solution pour pouvoir avoir une exposition sur le marché immobilier suisse résidentiel. C'est une des solutions. Je reviens, je suis désolé parce qu'on a fait un peu un micmac avec les fly et puis la présentation, mais juste pour vous montrer, là on vous a montré voilà, les différents scores et les principaux scores qu'on a. Vous voyez un exemple des fonds dans lesquels on pourrait investir. Puis on voit que sur chaque ligne, par exemple, voilà, vous avez un score de durabilité qui est donné par fonds avec une certaine note. Donc ça, c'est tout ce qui est les notes ESG. Après, vous avez le coût de la dette avec un autre chiffre qui vous est donné, les délais d'échéance, les efficiences du capital. Puis, voilà. Puis après, bon, nous, on additionne ça, c'est très simple. Vous arrivez à la fin avec un chiffre en disant, ben, voilà quel est le meilleur au tenté, voilà le second, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et puis, on investit et on fait une allocation selon ces fonds-là. Puis, ben, comme vous pouvez l'imaginer, ben, les hypothèques arrivent à échéance, certains fonds vendent des biens, rachètent des nouveaux biens, ils font des nouvelles promotions. Donc, ces données changent continuellement. Puis nous, on réadapte ça, puis on essaye de faire vraiment toujours essayer d'avoir les meilleurs fonds possibles et puis avoir un panier des fonds qui vous donneront la meilleure performance. Puis vous me dites, ben, qu'est-ce que ça donne finalement au résultat? Donc en fait, on a, je crois que Chérine, si tu vas à la prochaine page, on a, voilà. Donc là, on vous a fait un exemple. Donc, le Sweet Index, c'est l'indice de référence suisse du marché immobilier suisse coté. Et puis, on voit qu'avec les frais de gestion qui sont mis dedans, aujourd'hui, en faisant ces réallocations et puis justement en utilisant avec cet algorithme qui arrive à nous sélectionner finalement les meilleurs fonds par rapport à vraiment des données fondamentales, hein, purement fondamentales et de qualité, eh ben, on bat le suite alors que le suite est un indice qui ne porte pas de frais. Nous, on a calculé dedans les frais de transaction, les frais de management fees. Même avec ces frais-là, on est au-dessus de l'indice et on bat l'indice. Ce qui est, voilà, ça c'est, je répète de nouveau, c'est un backtest, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Ça ne veut pas dire que c'est une garantie du futur, mais en tout cas, on a été très satisfait du résultat par rapport aux suites ces dernières années et par rapport aux performances qu'on a pu en tirer ces dernières années. Voilà. Parfait. Merci Florian. Merci Donc à on va toi. continuer la présentation avec Raphaël. Bonjour à tous. Bienvenue Raphaël. Alors, je vais juste, voilà, d'autres petits réglages. Hop, et voilà. Bonjour. Donc, merci Cyril, merci Florian de m'avoir invité. Avec plaisir, merci à toi. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, déjà 2 mots sur moi. Peut-être te décaler un tout petit peu, comme ça on voit mieux. J'évolue Voilà. comme expert immobilier maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. Et il y a 3 ans, j'ai rejoint le CIFI, le Centre d'information et de formation immobilière, pour leur offrir un service. Je suis responsable des évaluations des fonds de placement et je suis le principal contact. Je suis le principal contact. On va voir la présentation. Voilà. Voilà. Je suis le principal contact des institutionnels justement quand ils font des acquisitions. J'offre aussi je développe des logiciels d'évaluation, de gestion de portefeuille immobilier. Et le SIFI, si on veut, on croit en 3 choses. On croit déjà en une très bonne data qui nous permet d'analyser le marché. En fait, le SIFI a été constitué en 1994 durant la grande crise immobilière. Les banques avaient besoin d'avoir de la data qu'on puisse analyser pour qu'ils puissent avoir une certaine transparence et comprendre à quel niveau de valorisation on se situait. Aujourd'hui, on a plus de 200 banques qui nous transmettent leur data qu'on analyse chaque mois. Et ça nous permet justement de faire des indices. Vous trouvez sur notre site internet les indices de référence du marché immobilier. On a la data aujourd'hui la plus performante du marché. Et on crée aussi justement ces logiciels d'évaluation, d'analyse du marché. Et on croit en une troisième chose, c'est aux personnes qui composent cette société. Et avec ces 3 choses, on arrive
à faire des analyses et un travail d'une très très haute compétence. Et aujourd'hui, justement, je vais essayer je vais vous offrir de la transparence. Excellent. Donc voilà un petit peu qui je C'est suis. tout ce qu'on demande. Voilà. Donc, Alors, peux-tu nous donner un aperçu du marché immobilier actuel, s'il te plaît, alors, justement, Raphaël, y compris les taux d'intérêt et l'évolution du secteur immobilier? oui, avec plaisir, Cyril. Justement, aujourd'hui, juste déjà comprendre un petit peu à quel niveau de valorisation on se situe. Avant de parler des propriétés d'investissement, si on regarde une villa à Delémont, vous devez gagner aujourd'hui, le revenu nécessaire minimum se situe environ à 8 000 francs par mois. Ok. Si on va à Lausanne, le revenu minimum pour financer sa maison, c'est 21 000 francs. À Genève, il faut gagner 31 000 francs par mois, ce qui est énorme. Donc moi, à Delémont, avec mon travail de consultant, je m'offre ma maison. Hein? À Lausanne, heureusement que mon épouse travaille aussi, j'arrive encore à m'offrir une maison, à nous offrir une maison. Mais alors, par contre, quand j'arrive à Genève, ma fille Agathe et puis mon chien et mon chat doivent aussi travailler. Et puis, je sais pas, peut-être qu'il faudra encore un autre homme, ou je sais pas. Enfin, ça devient compliqué. Aujourd'hui, on est un peu plus ouvert. Mais à Genève, il faut être plein pour financer sa maison. Aujourd'hui, on est arrivé dans un monde un peu particulier. Donc voilà, quand même, au niveau des valorisations. Comme disait Florian très bien, en 2022, tous les marchés financiers, hein, je dis bien, ont corrigé. Ouais. Donc tout le monde a perdu de l'argent. Pas forcément tout le monde, pas vous chez Swissquote ou votre pote à côté, tout le monde a gagné de l'argent, mais sinon les autres, en Suisse alémanique, ailleurs, ils ont tous perdu de l'argent. Mais bon, pas vous. Mais en 2023, donc, on était plutôt flat, donc ça a tenu. Donc, on a un bilan semestriel solide. Là, on voit les marchés tiennent. Mais ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que depuis que les taux d'intérêt négatifs ne sont plus présents, comme Florian l'a très bien dit, les marchés financiers sont toujours négatifs depuis ce moment-là. Depuis que Thomas Jordan, notre cher professeur d'économie politique de l'Université de Berne, a relevé les taux à 1,75, ce qui est juste des taux normaux, ben voilà, on a quand même les marchés qu'on corrigé. Il ne les a pas encore montés, mais son but était vraiment de pouvoir combattre cette inflation qu'on voit maintenant qui est en train d'être maintenue sous gestion. On a juste quelques questions, ouais, Raphaël. bien sûr. Alors, une question de Joël. La valeur dépend énormément des vendeurs par rapport aux acheteurs, donc tout en bas. Et il faudra convaincre des nouveaux investisseurs pour remonter normalement. Réaliste? J'ai pas très bien compris la question, mais aujourd'hui, au niveau de tout ce qui est vendeur-acheteur, on va y venir dans un moment. Mais c'est vrai que le marché, aujourd'hui, ce qu'on constate principalement, c'est que le marché est sec. Il y a en fait, le nombre de transactions a vraiment chuté. Je vais vous donner quelques informations d'ici peu, mais en tout cas, ce qui est surtout intéressant, là on parle beaucoup des taux d'intérêt négatifs, de l'inflation, etc. Mais ce qui crée vraiment des problèmes actuellement, c'est plutôt ces événements qu'on va dire imprévisibles, très rares, qui créent des grosses perturbations sur le marché. Parce que c'est vrai que maintenant, les équilibres, c'est plus vraiment ça qui nous donne vraiment des tendances. C'est plutôt ces événements rares. Qui aurait cru que Donald Trump soit président? Franchement, même le jour avant, personne n'y croyait. En Europe, on n'a jamais imaginé qu'il y ait la guerre. Maintenant, on a la guerre. On pensait que l'énergie était gratuite. Maintenant, l'énergie a un prix, elle est difficile à obtenir. Il y a 3 ans, on faisait des stress tests où on n'imaginait pas que l'inflation reviendrait. On se disait, mais en Italie, si les taux d'intérêt augmentent, ils ne vont pas payer leurs dettes. Et en fait, on remarque que les taux d'intérêt sont revenus. Puis en plus, là, quand même, dans ce monde qu'on vit, même on parle plutôt de ce genre de choses, mais on rentre quand même dans un monde où, si je donne un exemple, voilà, c'est la Terre qui parle avec la Lune,
puis la Terre, elle vient vers la Lune, puis elle fait, ouais, je suis pas super bien aujourd'hui, franchement, ça va pas. Puis la Lune, Moon, elle dit, ouais, mais qu'est-ce que t'as? Et puis la Terre, elle répond, ouais, j'ai Homo sapiens, je sais pas, c'est un peu comme le Covid, je suis pas bien. Puis la Moon, elle lui fait, mais dors un petit peu, dors 7 jours, tu verras, après, Homo sapiens sont plus là et tout ira bien. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des événements, je veux pas faire peur, mais je veux juste dire, il faut anticiper quand même aujourd'hui avec certaines choses. Et un autre truc qui était assez impressionnant qu'on a eu cette année, là, ce que vous voyez, c'est pas fait des vendanges, hein. Là, c'est ce qu'on a vu, c'est que c'est la fin du Crédit Suisse. Donc, en un week-end, on a perdu une de nos principales banques. Dans le mot Crédit Suisse, il y a le mot crédibilité. Et aujourd'hui, la crédibilité aussi a un prix et un prix important. C'est pour ça qu'on parlera encore de l'immobilier dans un moment, mais quand on perd la crédibilité, il se passe quoi? Il se passe ça. On arrive, on se dit, ah non, j'y crois pas trop, bon, je me tire. Et là, en l'espace d'un week-end, c'est terminé. Voilà ce qui se passe quand on perd la crédibilité. En un week-end, tout disparaît. Et pour ça, l'immobilier a quand même quelque chose d'extrêmement robuste. Parce que la crédibilité de l'immobilier, la pierre, on va y venir dans un moment, aussi encore un peu plus, mais voilà ce qui se passe. Et à ces niveaux de valorisation, penses-tu que l'investissement dans l'immobilier indirect est une bonne option? Alors, à chaud comme ça, je dirais oui. Mais justement, nous, les paroles, c'est pas forcément ce qui est important. J'aime moi, en tant qu'expert immobilier, j'aime avoir des pièces, j'aime être factuel. Donc donc nous, donc déjà au niveau de la data, comme je disais, on a plus de 200 banques qui nous transmettent leur data tous les jours, mais on a aussi encore une autre base de données où on a plus de 14 000 immeubles dans notre base de données, soit plus de 266 milliards de valorisation, et on analyse ces immeubles, donc on les décompose dans tous les sens, afin de comprendre un petit peu comment, qu'est-ce que offre le marché immobilier direct. Et là, je vais revenir sur le marché immobilier indirect dans quelques instants. Regardez juste, alors là, c'est ce que Florian a expliqué avant, on voit notre correction qu'on a eue en 2022. Tous les marchés financiers ont corrigé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, on a fait plus de 174% depuis 20 ans pour les sociétés immobilières, les actions plus 192% sur 20 ans, et l'immobilier direct plus 400% quasiment. Ça veut dire x5. Donc, depuis 20 ans, l'immobilier direct a fait x5. Donc, c'est énorme. Énorme. Donc, vous avez acheté une maison il y a 20 ans, 1 million. Aujourd'hui, elle en vaut 5. Donc, voilà ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on constate, nous? Donc, nous, depuis 1994, on fait cet indice. Et on a toujours la même manière de faire. Donc, si le marché corrige, on le voit. Donc, on a remarqué, et c'était une année compliquée parce que justement, les taux d'intérêt montaient, tout le monde nous disait, mais qu'est-ce qui se passe? Vous devez corriger les valeurs dans les fonds. Et on disait, mais écoutez, nous, on ne constate pas de correction. Par contre, on constate qu'il y a très, très peu de transactions actuellement. Et en général, quand on a peu de transactions, ben, on peut s'attendre quand même à une correction du marché directe. Mais, comme on disait, si on comprend un petit peu comment ça fonctionne, et puis là, je vais répondre à la question qui m'a été posée aussi avant par rapport à l'immobilier direct et indirect. Ici, vous voyez un graphique. Donc, on a les recettes et les dépenses. Donc, ça, c'est les loyers. Donc, en période d'inflation, c'est positif pour les recettes. Donc, elles montent. Et, mais quand vous regardez le rendement, ça, si on désire avoir plus de rendement, parce que sur maintenant, on a des opportunités, que ce soit des obligations, sur les marchés indirects, sur les marchés financiers, il y a des opportunités. Si on veut plus de rendement, la seule chose qu'on doit faire, c'est corriger la valeur. Et actuellement, la chose qui se passe, c'est que si vous regardez ce graphique ici, qu'est-ce que c'est que le net cash flow? Le net cash flow, on va dire que c'est un peu le net in the pocket. C'est à la fin de l'année, vous touchez, c'est le net cash flow, c'est ce que vous mettez dans votre poche.
Et l'évaluation de la valeur, c'est la différence entre l'année passée et cette année, la performance de la valeur. Ça, c'est en général, jusqu'à maintenant, on avait environ 6% de performance. Mais maintenant, on a quand même toujours quelque chose de très, très, très crédible. C'est notre net cash flow, qu'est-ce qu'on fait rentrer dans notre poche. Et ça, on touche environ 3%. Et par rapport à l'immobilier indirect ou au certificat que Swissquote et Florian et Finstock lancent, aujourd'hui, un certificat, on touche 3% et pas d'impôt après. Je suis liquide, je suis diversifié, alors que dans l'immobilier direct, ben, je suis pas liquide. Puis après, en plus, une fois que j'ai touché mes 2,9% de cash flow, je paye encore un impôt. Par contre, on le détient quand même en direct. Là, la crédibilité est encore plus puissante. Plus forte. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais ce que je veux dire aussi, c'est quand même, là, actuellement, les taux hypothécaires à 10 ans sont à 2,9%. Et le rendement que je disais avant, il est à 3%. Donc, moi, je voulais aller, on avait dit qu'on fait des vendanges, etc. Mais là, quand j'ai 2,9% de rendement, puis si je suis hypothéqué à 100%, on va plus à la fête des vendanges. Donc là, ça devient compliqué. Et comme je disais, on parlait de Black Swan, qu'est-ce qui peut arriver, au genre de choses, mais si les taux continuent à monter, si les taux directeurs continuent à monter et on passe à 2%, là, on commence à se poser des questions et on se demande comment est-ce qu'on va faire pour aller faire la fête au Montreux Jazz ou à la fête des vendanges. Et même là, on peut se demander s'il ne faut pas peut-être commencer à vendre pour pouvoir aller au Club Med après tout. Donc voilà, au niveau des valeurs, là, actuellement, c'est quand même un peu complexe, mais il faut se dire que tout de même, avec cette inflation et l'augmentation du taux directeur, qui est la moyenne des hypothèques en Suisse, toutes échéances confondues, les loyers vont continuer à être, d'un point de vue légal, on va continuer à pouvoir les augmenter. C'est-à-dire que les valorisations vont continuer à être soutenues par une augmentation des loyers, sachant qu'en plus, en Suisse, on n'a pas trop le choix. On est dans un pays de locataires. On a vu les prix des villas à Delémont. J'arrive à m'offrir une villa. À Genève, malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà un petit peu où on se situe actuellement sur le marché de l'investissement et immobilier. On a une question de Jonathan. Ouais. Qu'est-ce que vous conseillez pour commencer avec un petit budget, donc moins de 50 000? Bah, justement. Un certificat, un fonds immobilier, action immobilière. Bah, bon, déjà, justement, c'est ce qu'on disait, c'est que premièrement, déjà d'aller dans l'immobilier direct, impossible avec ce genre de montant. Mais justement, avec ce genre de montant, un certificat est tout à fait une très bonne option, sachant que c'est comme un fund of funds. On est diversifié au niveau du panier et la crédibilité de Florian, qui est une personne que je respecte profondément, et la crédibilité de Swissquote aujourd'hui offre quand même une certaine sécurité à ce niveau-là. La due diligence des gestionnaires de portefeuille est importante. La plupart des fonds qui m'emploient, et ce que je remarque vraiment, c'est que c'est toujours des personnes compétentes. Alors, en tant que consultant, on a toujours envie de donner un peu son savoir, mais c'est toujours des gens très compétents. Je ne remarque, je ne vois pas vraiment, c'est pour ça qu'en Suisse, on a encore cette qualité, cette crédibilité au niveau de l'immobilier qui est quand même assez rassurant. C'est ce que je remarque de manière sincère. Et juste une petite parenthèse, le certificat, donc, il est coté à la SIX et il sera disponible sur notre plateforme en ligne. Petite parenthèse. Donc, voilà. Alors, une autre question, quel est votre sentiment sur l'impact des nouvelles législations énergétiques cantonales sur les fonds immobiliers? Ouais, alors ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, la plupart des fonds prennent vraiment,
essaye selon les modèles qui sont proposés, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de retour, on n'a pas vraiment une data, parce qu'on n'a pas vraiment d'expérience là-dedans. Mais tous les fonds immobiliers savent que c'est extrêmement important d'être vraiment ESG, stratégie 2050, ce genre de choses. Ils font tous un effort. Nous, dans les valorisations, on augmente un maximum les provisions pour travaux futurs. Elles sont là. On essaye vraiment de les augmenter un maximum pour réduire le risque à ce niveau-là. Non, ils sont vraiment conscients de ce point-là. Et les investisseurs aussi. Donc, les choses se font. Et peux-tu nous partager ton point de vue sur le marché locatif en Suisse pour les années à venir? Alors, oui, en plus, c'est positif parce que j'ai encore quelques slides là-dessus. Justement, si on regarde la croissance démographique, si on regarde la balance migratoire, hein, c'est-à-dire si on regarde la différence entre l'immigration et la migration, le seul migratoire en 2022 était de 81 000 personnes. 81 000 personnes, c'est énorme. Juste pour donner une idée, c'était quand les accords bilatéraux ont sauté, un des principaux arguments de la droite était de dire qu'on avait trop de personnes en Suisse. Là, cette année, qui rentre en Suisse au final. Cette année, on est déjà à 60 000 personnes en août. On risque de taper les 100 000 personnes. Alors, au niveau politique, il y a peut-être un risque parce que on voit que la droite va vraiment réagir par rapport à ça. Ça va être un argument politique. Mais tant qu'on a un sol migratoire positif, les prix de l'immobilier vont être soutenus. Parce que, pour justement par rapport au loyer et par rapport à cette question, je vais juste aussi dire, la conjoncture en Suisse est très bonne, on le sait, elle est stable, et surtout, on a un marché du travail actuellement, on a 120 000 postes vacants. C'est-à-dire que tous les consultants ici, si soudainement ils décident de changer d'endroit, leur patron va arriver ici, on vous augmente, pas de problème. Mais vraiment, si aujourd'hui vous avez besoin d'un plombier ou de n'importe qui pour réparer chez vous, vous allez le payer. Ce genre de personne coûte extrêmement cher. Vous voulez changer de production de chaleur, mettre une pompe à chaleur, c'est impossible. Vous devez attendre au moins 1 année, 2 ans. C'est très, très compliqué. Aujourd'hui, les personnes qui sont là, et ça va tirer toujours un peu l'inflation. Et au niveau justement du marché locatif, on voit qu'on a ici, vous voyez ce graphique, c'est l'activité de construction, ça c'est les bâtons, et puis vous voyez le taux de vacances, ça c'est la courbe, et le taux de vacances, on sait, c'est le nombre d'appartements qui sont libres sur le marché. Aujourd'hui, on a une activité de construction qui baisse et on a une immigration qui est énorme, un sol migratoire qui est énorme. Donc, les loyers vont continuer à être soutenus. On va continuer à payer des loyers chers. Il y a un risque que, oui, on arrive à des loyers qui deviennent extrêmement chers, mais voilà, c'est pour finir avec une note positive, les fondamentaux de l'immobilier direct sont extrêmement forts par rapport à la conjoncture. Donc, et étant donné que toi, tu collabores directement avec des gestionnaires de fonds, peux-tu nous dire si la gestion des portefeuilles immobiliers est efficace? Déjà, par rapport à une gestion privée, toute leur attention, c'est vraiment d'augmenter vraiment de valoriser leur parc. C'est-à-dire que déjà, ils sont très attentifs justement au loyer. Oui, le but du jeu, c'est quand même de pouvoir offrir des loyers au goût du jour sur le marché, c'est-à-dire à leur prix, mais aussi avec les standards du goût du jour au niveau construction. Ils ont du temps aussi et ils ont plusieurs immeubles. Donc, quand vous voulez faire une surélévation, raser un immeuble ou ce genre de choses, déjà, ils sont entourés de gens très compétents. Et ils ont des rendements d'échelle décroissants. Donc, quand ils rénovent des immeubles, ils ont tout souvent des coûts qui sont très, très intéressants. Et ils ont une structure. Donc, oui, ils sont compétents et ils ont l'expérience de manière générale. Comme je disais avant,
j'ai jamais, je n'ai aucun fonds où je suis expert, où j'ai des portfolio managers qui ne sont pas compétents. Ça, c'est ce que rassurant. Ouais, non, alors là, on peut être, ouais, c'est rassurant. Ok, excellent. Alors, je te remercie, Raphaël. Ouais. Merci beaucoup, c'était très intéressant. On a encore quelques questions pour Florian. Alors, je vais juste... Oui. Alors, si tu es encore là, Florian, parfait. Oui. On va en profiter. Alors, on a une question... J'ai déjà essayé de répondre à quelques-uns d'entre vous. Oui, exact. Voilà. Alors, il y a une question d'Oscar par rapport aux produits d'investissement via une prime unique, assurance ou un fonds immobilier. Quel est l'avantage de votre certificat? Alors, Oscar, là, je pense qu'on est en train de, je sais pas, quand je vois prime unique assurance, je sais pas si vous êtes en Suisse ou si vous êtes en France, parce que je sais qu'en France, il y a beaucoup de produits qui se font via des assurances, donc je suis pas spécialisé dans les assurances du droit français, les structures finalement françaises qui sont dedans, mais je pense que c'est deux choses qui sont vraiment complètement différentes. En fait, en assurance, je sais pas si vous parlez de la LPP ou du deuxième pilier, du rachat, enfin ce que vous voulez. Ce que je vous propose, Oscar, c'est que vous pouvez prendre mes coordonnées sur le site internet Finter. Appelez-moi, puis peut-être que je vous réponds. On peut peut-être clarifier ce point-là plus en détail, puis j'essaierai de vous répondre directement. Pas vous donner une mauvaise réponse, voilà. Parfait. Il me semble que c'était... Il y a juste, je vois qu'il y a une très bonne question aussi. J'ai pu la voir avant. Voilà, par rapport aux réallocations. Donc, en effet, voilà, on me pose la question, on me dit, voilà, il y a des relocations, il y a certaines relocations par an. Pour payer le 3%, est-ce que vous devez avoir finalement des paiements de dividendes qui sont faits par les fonds? Et comment est-ce que ça se fait pour être défiscalisé? Donc, justement, c'est là le but du jeu aussi de l'algorithme. C'est que l'algorithme, on va essayer de rentrer, si on peut faire un gain, on va dire ça, sur le capital dans des fonds qui sont non défiscalisés, donc en investissement indirect. Mais l'algorithme et le système fait qu'on va essayer chaque fois de gérer, de vendre et puis de capter, on va dire ça, la performance ou potentiellement le coupon dans le prix, comme dans une obligation, et puis de recevoir uniquement des coupons qui sont défiscalisés pour optimiser au maximum. Donc ça, c'est justement une espèce de gestion du calendrier qu'on fait derrière avec le système. On peut automatiser ça avec les dates de paiement qu'on a, ou quand même des fois, il y a des super paiements qui se font. On a ces choses qui se mettent dedans. Et puis les autres... Je ne sais pas si Chérie voit une autre question aussi. Non, alors il me semble que c'est à peu près tout. Dans tous les cas, vous avez mes coordonnées, vous avez mon email, vous avez mon numéro de téléphone. Si vous souhaitez que je transmette vos commentaires, d'autres questions, les slides, etc., c'est avec grand plaisir. Dans tous les cas, ce webinaire est enregistré et sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir le visualiser à nouveau. Donc, merci à tous. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi, Florian. Merci à toi, Raphaël. C'était un plaisir et à bientôt. À tout bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.